Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein des studios Victoire de l'agence EPOCA pour vous raconter et vous dévoiler les résultats de notre étude sur le leadership digital des dirigeants en matière de RSE. Pour vous présenter cette étude, et puis on a eu le plaisir de travailler tous les trois sur le sujet. Donc, je suis Laurent Cédric Verscher, directeur associé en charge des stratégies d'engagement au sein d'EPOCA. Et donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Marie Faella, qui dirige le pôle social media, et avec Isadora Cristofari, qui est stratégiste au sein de l'équipe. Je ne sais pas si c'est nécessaire de vous dire quelques mots sur EPOCA, mais malgré tout, je vous fais un petit écran publicitaire pour vous dire que donc l'agence EPOCA, qui a conduit l'étude, est une agence de communication corporate B2B RH Global 360, agence indépendante. Et nous sommes 200 collaborateurs ici, place des Victoires, et nous accompagnons à peu près 350 clients, avec une particularité, c'est qu'on intègre un peu la quasi-totalité des métiers sur le registre de la communication corporate, RH et B2B, depuis la stratégie jusqu'au déploiement opérationnel. Euh, Qu'est-ce qui a présidé à réaliser cette étude finalement? Vous savez peut-être que chez EPOCA, on s'intéresse beaucoup à l'influence positive générée par les dirigeants. On a d'ailleurs été tout à fait agréablement surpris par le résultat d'une étude qu'on avait menée en début d'année avec Harris Interactive, qui faisait la démonstration que les dirigeants étaient jugés plus crédibles que les entreprises elles-mêmes quand ils intervenaient dans les médias ou sur leurs réseaux sociaux. Et donc nous, forcément, on observe et on regarde et on mène des tactiques et des stratégies de communication pour pouvoir les accompagner justement à être des bons leviers d'influence. Également, évidemment, chez EPOCA, en tant qu'agence de communication corporate, on s'intéresse particulièrement à la thématique RSE et on voit à quel point l'accélération de cette thématique, qui finalement était au départ en soi une thématique autour de laquelle on faisait des plans de communication, est maintenant évidemment complètement intégrée aux stratégies des entreprises et des organisations. Et donc, du coup, en fait, avec un vrai poids dans les dispositifs de communication qu'on développe. Et donc, en fait, on a voulu croiser ces deux leviers, ces deux éléments, en se disant, eh ben, s'intéresser à nos dirigeants et regarder finalement comment ils s'emparaient de la thématique RSE dans leur récit global et aussi, surtout, finalement, quel impact ça pouvait avoir ou quel intérêt ça suscitait auprès des audiences. Et donc, on a mené cette étude sur le scope du CAC 40. Donc, c'est une première pour cette étude. Donc, on a analysé toutes les publications en social media des dirigeants exécutifs, des CIO du CAC, sur le premier semestre de l'année pour avoir une période et un groupe pour pouvoir comparer les différents individus de façon homogène. Et on a également rajouté quelques grandes entreprises françaises, la Poste, la SNCF, la RATP et EDF notamment, pour pouvoir justement avoir quelque chose de représentatif des grands dirigeants des grandes entreprises en France. On a bien sûr alors donc fait ça du 1er janvier au 30 juin et analysé pratiquement 400 publications sur LinkedIn et sur Twitter dans ces différentes catégories et intégrer évidemment les changements de gouvernance qui ont pu s'opérer dans cette période-là en retenant du coup uniquement les moments où les personnes prenaient la parole sur LinkedIn ou sur Twitter et au moment où ils avaient le mandat de direction exécutive. Vous le verrez, on partage des éléments qui sont des éléments de classement et on en a fait différents d'ailleurs, on reviendra sur le sujet. Ce qui nous intéressait aussi beaucoup dans cette étude, au-delà des classements, c'était surtout finalement de voir dans la RSE quelles étaient les thématiques phares des dirigeants, ce sur quoi ils insistaient particulièrement, voir s'il y avait des liens avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi avec l'actualité. Et puis,
et aussi beaucoup voir finalement en quoi ça générait de l'intérêt par rapport aux différentes audiences. Donc vous allez voir qu'on a justement constitué différents classements pour pouvoir analyser cela et rentrer surtout finalement dans le contenu et dans les formats pour pouvoir justement analyser les prises de parole de façon plus précise et détaillée. Et en fait, comme on voulait avoir une méthodologie commune pour tout le monde. Et puis finalement, organiser, c'est à peu près 400 publications qu'on a analysées. On s'est appuyé, on a hésité un petit peu sur la méthodologie, entre est-ce qu'on retient la nomenclature des ODD par exemple. On a finalement choisi de retenir les thématiques de la norme ISO 26000 pour pouvoir avoir un élément de repère et organiser les publications autour de cette norme. Et puis du coup, l'année prochaine, quand on renouvellera l'étude et qu'on verra les évolutions en matière de classement et de thématiques et d'intérêt des audiences, on aura un élément structurant de communication. Donc on y reviendra là aussi parce que vous le savez, les thématiques de la norme ISO 26000, c'est parfois des thématiques qui peuvent embarquer des vastes sujets, mais on regardera justement plus précisément ce que ça recouvre concrètement. Pour rentrer dans les grands enseignements, justement, Marie, peut-être tu peux nous partager les premiers enseignements. Partager donc les premiers enseignements. Donc déjà, sans surprise, on se rend bien compte que LinkedIn est maintenant le canal préférentiel pour l'influence des dirigeants, puisque vous avez 78% des personnalités que nous sommes allés regarder et étudier qui sont présents et qui prennent la parole sur ce canal-là. Et nous ne sommes pas sur ces niveaux d'activité, vous le voyez sur Twitter. Donc on voit bien, si vous voulez, un surinvestissement sur LinkedIn. Et c'est aussi en lien avec ce canal-là où on est davantage sur le déploiement des points de vue, on peut partager davantage de visions, on peut être aussi davantage dans l'interaction avec ses collaborateurs. Donc c'est ce qui explique, je pense, que ce canal-là soit privilégié par les décideurs. Par contre, quand les décideurs sont sur Twitter, la RSE reste un sujet qui est vraiment prépondérant pour eux, au même titre que ça l'est sur LinkedIn, puisque à peu près 81% sur ces deux canaux prennent la parole et valorisent ce sujet. Alors ce sujet au global, après on verra avec Isadora quelles sont un peu les spécificités thématiques, mais vous voyez un sujet vraiment prépondérant sur ces deux canaux. Et puis, en termes de pondération sur quelle part finalement les sujets RSE occupent dans la prise de parole globale de ces dirigeants, vous voyez qu'on est davantage marqué sur LinkedIn, avec 30% des prises de parole qui sont véritablement dédiées à la RSE. Et c'est un petit peu moins sur Twitter, ce qui n'est pas non plus surprenant, puisque le caractère même de ce canal, de ce réseau social, invite à traiter davantage de sujets, à pouvoir rebondir sur de l'actualité et avoir un mix aussi un peu plus important en termes de thématiques traitées, puisqu'on est aussi sur une fréquence adaptée et recommandée qui est beaucoup plus poussée qu'on peut l'avoir sur LinkedIn notamment. Et puis, on se rend compte que finalement, la RSE est une thématique qui engage beaucoup. Et donc, sur Twitter, vous voyez, quand on compare l'engagement moyen sur la plateforme versus les chiffres que nous sommes allés regarder sur nos décideurs, on a 12 points de plus en termes d'engagement. Donc, en termes aussi d'attente au niveau des audiences, on voit bien que c'est un sujet qui est très attendu, très discuté, très regardé et qui engage aussi du coup les socionautes sur Twitter notamment et sur LinkedIn. Si on se penche un petit peu sur la question des sujets, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le décompte donc, en suivant les grandes thématiques de l'ISO. L'environnement, aussi bien sur Twitter que sur LinkedIn, est vraiment le champion des thèmes en nombre de posts. C'est vraiment le sujet, la grande thématique sur lesquelles les décideurs postent le plus. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que l'étude qui est sortie il y a peu de temps sur la fracture en France repositionne aussi ce sujet de l'environnement comme un sujet qui est complètement pris par les Français comme un sujet essentiel, même avant la question du pouvoir d'achat. Donc on se rend compte qu'il y a ce parallèle. En termes d'environnement, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors il y a énormément de sujets, mais on peut trouver 4 grands domaines d'action autour de cette grande thématique. Évidemment, tout ce qui est prévention de la pollution,
toute la question des changements climatiques et l'adaptation à ces changements climatiques, la question de l'utilisation des ressources durables et la protection de la biodiversité. Vous avez un petit nuage de mots à côté qui vous donne un peu plus précisément des sujets clés. Alors pour la biodiversité, on a par exemple tout le travail et tout le sujet de l'océan qui est énormément porté par un certain nombre d'entreprises. Et vous avez évidemment sur la question du changement climatique tout ce qui est transition énergétique et ce genre d'adaptation et de proposition de solutions des entreprises pour pallier à cette problématique. La surprise, en fait, c'est que versus un sujet environnement extrêmement porté par les décideurs, les sujets qui engagent le plus, là où les audiences vont vraiment interagir, liker, partager, commenter, en fait, on a deux autres sujets. Sur LinkedIn, ce sont les relations et les conditions de travail. Alors qu'on peut se dire que LinkedIn étant le réseau social professionnel de ce sujet-là, c'est un peu évident. Et sur Twitter, ce sont les droits de l'homme. Et en fait, ça s'explique assez simplement, finalement, par rapport au contexte géopolitique. En tout cas, si on revient un peu sur la thématique relations et conditions de travail très portée et très engageante sur LinkedIn, voilà, on a ces 5 grands sujets qui sont traités, à savoir relations employeur-employé, conditions de travail, protection sociale, développement du capital humain, c'est-à-dire tout l'accès à la formation et l'accompagnement des collaborateurs, la santé et la sécurité au travail et le dialogue social. Évidemment, tous ne sont pas traités au même niveau. On a vraiment un très gros focus sur relations employeur-employé et développement du capital humain, qui sont des sujets plus préemptés et plus portés sur les réseaux sociaux par les décideurs. Et sur la question des droits de l'homme, en fait, tout simplement, le contexte géopolitique a fait que la guerre en Ukraine, la question des droits humains, a vraiment pris le pas sur un certain nombre avec des prises de position des décideurs. Et à côté de ce sujet-là, on a évidemment tout ce qui est question d'intégration, de diversité, d'inclusion, qu'on peut classifier dans les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et la question des discriminations de groupe. Si on focus un peu sur les formats finalement qui sont privilégiés par nos décideurs pour prendre la parole sur les sujets, donc on a fait un focus sur Twitter, vous le voyez ici. Le format qui est privilégié, c'est celui du tweet avec un lien. Donc il va souvent rediriger vers un article de presse ou vers un espace du site internet qui va valoriser justement les engagements des entreprises. Donc on va dire un format plutôt assez pratique puisque c'est le plus facile sur lequel on va pouvoir rebondir et créer du contenu. Vous le voyez aussi, le retweet commenté, donc en fait finalement qui est repartir d'un tweet existant et le reposter sur le compte du décideur ou en y ajoutant un petit peu de contenu, en développant un peu la vision. C'est quelque chose aussi qu'on a vu beaucoup. Et ce qu'on se disait avec Isadora avant justement notre rendez-vous ce matin, c'est que ce qu'on observe d'autant plus sur les retweets commentés, c'est que souvent les décideurs repostent finalement les contenus de leur premier cercle, c'est-à-dire peut-être des entreprises qui font vraiment partie de l'écosystème proche du groupe et aussi parfois des membres du comité exécutif. Mais voilà, on reste assez restreint dans cet environnement. Et justement, les décideurs qui se détachent en termes d'engagement sont ceux qui vont chercher au-delà, sont ceux qui vont réagir sur des publications de politique, qui vont réagir sur des personnalités qui sont davantage du monde associatif, des ONG. Et donc ça, c'est intéressant aussi à avoir en tête. Et donc, on retrouve par contre sur les formats qui engagent le plus, pour parler de la RSE, vous le voyez, ce sont des formats qui sont davantage riches et qui permettent finalement de décliner, de nourrir l'argumentaire finalement et les engagements autour du sujet de la RSE. Vous avez le format thread que vous voyez ici, qui a été utilisé par Jean-Pierre Farandou. Et donc, on voit vraiment un storytelling en termes d'argumentaire qui est donc filé dans l'ensemble des tweets qui sont reliés les uns aux autres et qui racontent aussi une histoire en termes d'engagement sur le sujet de la RSE. Et puis, bien sûr, le contenu vidéo qui est toujours très apprécié des audiences et également des plateformes.
Sur LinkedIn, on est un petit peu différent que ce qu'on a vu sur Twitter. On va retrouver, vous le voyez ici, des posts avec visuel et notamment des posts qui sont très appréciés, que sont les formats album photo que vous voyez avec le premier post ici, la première capture d'écran. Et donc c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver sur LinkedIn puisque c'est un format qui permet de partager autour d'un événement ou d'un séminaire interne. Et donc généralement, on a des photos de contenu plutôt chaud qui ont tendance à engager les audiences. Et souvent aussi, on voit de l'humain. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important derrière pour engager. Et puis, on va retrouver encore le post avec lien, puisque c'est un peu incontournable voilà, de partager parfois des parutions presse, de faire des liens avec l'écosystème digital de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est privilégié par les décideurs. Et ce qui engage le plus en termes de format, on va retrouver le format album photo pour toutes les raisons que je vous ai partagées précédemment. Et puis au-delà, c'est aussi des formats qui sont encouragés par les plateformes puisque c'est des formats que vous pouvez consommer directement sur le canal en question, au même titre que la vidéo que vous voyez ici. Et par contre, dans le top, et ce qui est noté qui arrive en 3e position, donc c'est quand même assez significatif, vous avez le format tribune. Donc qui est aussi très apprécié des audiences et qui démontre aussi un intérêt des publics justement sur davantage de détails autour des éléments de preuve, autour des engagements et sur le développement de la vision finalement qui est attendue sur nos enjeux RSE. Un autre sujet clé dans un peu les best practices qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est la question du hashtag. Et on s'est un peu penché sur l'analyse des hashtags utilisés. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une best practice, mais tout le monde ne le fait pas. On a parfois des tweets ou des posts sans cet outil. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait les classifier en 3 grandes catégories. Le premier, qui sont des hashtags qu'on a qualifiés de propriétaires, donc qui sont vraiment très identitaires et portés généralement par le nom de la marque à proprement parler. Donc vous pouvez le voir, AXA for Inclusion, le Grand Rainbow, qui sont vraiment des noms de programmes RSE ou des noms d'actions qui sont mis en valeur. Le deuxième typologie, ce sont les hashtags événementiels qui se divisent en 2 parties, qui peuvent être des événements physiques. On a l'exemple de la COP26, on a l'exemple de Davos ou du World Economic Forum. Et vous avez des hashtags événementiels qui vont plutôt se rapporter, on va dire, à des marronniers du type les journées internationales, le World Oceans Day, le mois des fiertés, donc des temps de prise de parole thématiques qui sont portés par les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, etc. Et enfin, les hashtags thématiques qui vont plutôt permettre de s'inscrire dans des conversations plus larges autour d'un sujet. Et là, on va retrouver un peu les mots-clés de la RSE, que ce soit solidarité, mixité, changement climatique, formation, etc., etc. On s'est penché, c'est les premiers de nos tops, les premiers de nos classements, un peu sur les contenus les plus performants en termes d'engagement sur Twitter et sur LinkedIn, pour voir un peu quels étaient les formats à utiliser et quelles étaient les thématiques. Le premier post en termes d'engagement, surtout ceux qu'on a étudiés avec un engagement à près de 6%, c'est un post du président de la SNCF, sur le sujet de la mobilité durable, et c'est un thread, comme le présentait Marie tout à l'heure. Donc vraiment cette logique de présenter l'enjeu et en fait de découper en plusieurs tweets les actions, les prises de position de l'entreprise. Et les deux autres tweets qui ont le plus performé, ce sont 2 tweets sur la question de l'Ukraine, donc la question des droits humains, avec une prise de position aussi bien du président de Airbus que de Catherine McGregor qui dirige Engie. Concernant LinkedIn, on est sur d'autres thématiques. Une thématique sur la parité homme-femme dirigeant. Vous avez peut-être vu cette campagne très intéressante qui en fait était plutôt comique et utilisait ce ressort pour parler justement de la question de la parité à des postes haut placés dans l'entreprise, où en fait une journaliste interviewait un certain nombre de grands patrons en leur posant des questions orientée sur la féminité, du type quelle est votre morning routine. Alors c'est assez intéressant de montrer qu'en fait on est sur des questions
orientées pour les femmes et que quand on les pose à des hommes, évidemment, il y a un côté un peu à côté de la plaque. Et d'ailleurs, je vous engage à aller voir cette campagne, elle est très drôle. Très réussi, ouais. Et donc, c'est le président d'Unique Buy qui l'a partagé avec un taux d'engagement à 23%, ce qui est vraiment important, partagé aussi par Nicolas Hieronymus de L'Oréal qui avait participé à cette campagne. Le deuxième poste le plus engageant, c'est Antoine de Saint-Affrique, le nouveau dirigeant de Danone, qui, pour le coup, partage un document historique qui présente en fait le fondateur de Danone, expliquant donc, dans les années 60 qu'est-ce que le contrat sociétal de l'entreprise, que déjà, lui, a vraiment porté dès la création de l'entreprise. Et c'est pareil, on est sur un taux d'engagement extrêmement élevé de presque 23%. Et enfin, le troisième poste, c'est Monsieur Andriès de Safran, qui, pour le coup, on retrouve post avec photo, événement live, assemblée générale, où il évoque la feuille de route climat de son entreprise, la présente et en même temps évoque ce temps fort de prise de parole corporate. Je pense qu'en fait, c'est quand même en effet assez intéressant de voir les résultats en matière d'engagement parce que donc, dans l'engagement, on intègre vraiment juste les interactions avec le post, hein, les commentaires et les likes. C'est ce que nous, on a comptabilisé. Mais c'est bien en dessous des vues. Et notamment, en fait, on imagine la portée quand on est presque à 25% taux d'engagement d'une publication sur un réseau social, sur vraiment un engagement organique. C'est vraiment assez fabuleux comme résultat et on voit bien, nous, communicants, à quel point ça devient finalement clé pour pouvoir justement faire un coup de projecteur en termes de visibilité sur un sujet et puis être en plus de l'interaction. Donc vraiment intéressant ces résultats en termes de performance. Alors, pour en venir au classement des dirigeants, vous allez voir, on va vous partager des podiums avec le top 5 à chaque fois uniquement. Ce qui est intéressant, en fait, nous, on a surtout voulu le concevoir comme un outil de travail. Ce qui fait qu'on n'a pas, comme ça peut être le cas parfois dans ce type d'études, développé un algorithme qui corrige les résultats ou qui pondère les résultats en fonction de ce qu'on imagine être le leadership. On a un calcul tout à fait transparent, soit sur la volumétrie ou soit sur les taux d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, taux d'engagement, on le calcule avec le nombre d'interactions par rapport à sa propre communauté. Donc on a un peu cette méthodologie à la fois simple et scientifique et incontestable parce que justement après ça entraîne des discussions méthodologiques qui finalement ne sont pas très, très intéressantes. En revanche, en tant qu'outil de communication, on s'est dit il faut qu'on fasse plusieurs classements. Et c'est aussi pour ça qu'on a distingué Twitter et LinkedIn parce que ça ne nous intéressait pas tellement de faire un combat justement entre les deux plateformes en se disant Twitter, on a une influence plus forte sur Twitter que sur LinkedIn ou parfois, comme on peut le faire dans ce type d'opération, mettre une pondération un peu différente sur un réseau social plutôt que l'autre. Et puis comme il y a des dirigeants qui sont pas sur Twitter, par exemple, ou moins présents sur Twitter, on a un peu exclu ça et on a fait un classement spécifique Twitter. Et d'ailleurs, même on en a fait plusieurs. On a fait un premier classement qui concerne, que je vous révèle là tout de suite, uniquement l'activité. C'est-à-dire que là, vous avez devant vous les 5 dirigeants qui sont les plus actifs sur la thématique RSE. Donc le plus actif, celui qui est à la tête du podium, c'est Olivier Roussat pour Bouygues. Ensuite, on a Eman Ezat pour Capgemini, Thomas Buberl pour AXA, Catherine McGregor pour Engie et Jean-Pierre Farandou pour la SNCF. Donc ça, c'est très concrètement, finalement, le classement par ordre de celui qui s'est le plus exprimé sur le sujet. Et on descend comme ça et on a ensuite, si vous le souhaitez, l'intégralité du classement à pouvoir vous partager. C'est intéressant d'ailleurs, peut-être si on s'arrête un instant, de regarder peut-être Olivier Roussat, Isadora, pour voir plus précisément son programme, sa ligne éditoriale par rapport à Twitter et par rapport à la RSE. Un exercice qu'on a fait avec tous les dirigeants, mais là, ce serait un peu long, donc on vous le partage que sur les têtes de podium.
Donc Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues. Donc on vous a mis un certain nombre de chiffres clés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est numéro 1 en nombre de tweets sur la RSE, mais il a aussi une production de tweets sur tous les sujets extrêmement importante. En revanche, on est sur un taux d'engagement qui est certes plus élevé que le taux moyen qui est de 0,06, je vous le rappelle, mais qui reste plus faible. Ce qui est intéressant de regarder, c'est en fait la pondération des sujets avec un environnement qui arrive à presque la moitié, à 46%, les relations et conditions de travail à 23%, et la question du développement des communautés locales à 13%. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, il y a un certain équilibre, ou en tout cas, tous les sujets clés de la RSE sont portés par Olivier Roussat. Et quand on les compare finalement au plan stratégique du groupe Bouygues, que vous avez dans les cases bleues à côté, on se rend compte que voilà, il y a certes l'environnement qui arrive en premier, mais il y a malgré tout tous les sujets qui sont adressés d'une manière ou d'une autre. On a en effet, en parallèle de cette analyse sur le leadership des dirigeants, fait l'analyse de tous les plans d'action en matière de RSE des entreprises qu'on a auditées, pour pouvoir voir là aussi, en effet, si les dirigeants étaient hors sol par rapport à la stratégie dans leur communication ou si c'était très en phase. En règle générale, d'ailleurs, le constat, c'est que c'est plutôt assez bien aligné sur le plan d'action stratégique en matière de RSE. Donc, dirigeants les plus actifs et puis également dirigeants les plus influents. Donc là, en fait, pour le coup, on croise deux notions, qui est l'activité et l'engagement généré sur les postes. Donc, on retrouve d'ailleurs quelques figures, on est toujours sur Twitter, qu'on avait dans le premier classement, mais ça évolue un petit peu différemment, avec Catherine McGregor qui prend la tête du podium en termes d'engagement, avec une communauté très active sur ces sujets. Et puis ensuite, Jean-Pierre Farandou en deuxième position, suivi de Jean-Bernard Lévy pour EDF. On retrouve à nouveau Eman Ezat chez Capgemini et puis Patrick Pouyanné pour Total Energy. Voilà les différents classements sur Twitter. Je crois qu'on fait un focus également sur Catherine McGregor. Voilà, Catherine McGregor avec un taux d'engagement sur Twitter de 1,54. On se rend compte qu'en termes d'activité, elle est quand même beaucoup moins présente que Olivier Roussat. Et une surpondération sur l'environnement, vraiment un sujet clé dans sa prise de parole, à 81% des contenus qu'elle a pu publier. Et donc, vous voyez, par rapport aux trois piliers du plan RSE de Engie, clairement, on est sur le premier pilier, la question de la planète, avec en effet la question de la transition neutre en carbone, l'accompagnement des clients et l'accompagnement des partenaires, la maîtrise de l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et les deux autres piliers, people et profit, donc la création de la valeur durable, sont vraiment beaucoup moins portés par Catherine McGregor. Donc par rapport à ce que disait Laurent Cédric, on se rend compte que si tous les sujets sont adressés, il y a quand même parfois des vrais choix, des vraies prises de position sur des notions spécifiques. Dernier élément qu'on vous partage sur Twitter, c'est finalement, c'est pas un classement, mais c'est le podium des topic leaders, donc en fonction des différentes thématiques. Et donc, vous avez, et là aussi c'est assez intéressant, parce que parfois, et on ne porte pas du tout de jugement là-dessus, mais c'est complètement lié à l'activité de l'entreprise, où c'est complètement pertinent par rapport à la ligne éditoriale du dirigeant. Voilà, parfois on peut aussi avoir des résultats plus singuliers. On a notamment, donc en effet, Olivier Roussat, Isadora l'évoquait, qui est beaucoup autour justement des logiques en lien avec le développement local. Jean-Pierre Farandou est d'une certaine manière, c'est assez cohérent aussi sur Twitter notamment, sur le sujet des droits de l'homme, et notamment derrière ça, ce qu'on évoquait en introduction, toutes les questions liées aux conditions de travail et toutes les questions sociales qui sont aussi des questions importantes à la SNCF. Catherine McGregor, qui est vraiment la topic leader de l'environnement. Frédéric Oudéa, à la Société Générale, qui lui intervient est le maître des questions de gouvernance et gouvernance des organisations.
dans une banque, il y a aussi une certaine logique avec cela. Et Emma Nezat, qui d'ailleurs est topic leader de 2 sujets qui sont à la fois la loyauté des pratiques, l'éthique dans les affaires, et puis les relations et les conditions de travail. Et Thomas Buberl, qui pour AXA prend le sujet des questions relatives aux consommateurs et donc notamment en lien sans doute avec tout ce qui déroule autour de la prévention des assurés d'AXA. Donc voilà le classement côté LinkedIn, côté Twitter. Pour vous partager celui de LinkedIn, et on finira avec cela, exactement la même méthodologie. Et donc, d'abord, le classement des leaders les plus actifs sur LinkedIn. On retrouve là aussi Olivier Roussat pour Bouygues. Donc, on voit qu'il y a une vraie symétrie entre son activité Twitter et LinkedIn, du moins en termes de volumétrie d'activité. Emma Nezat de Capgemini en 2e position, Jean-Pierre Farandou en 3e position, Thomas Buberl en 4e position, et puis en 5e position, parce que là pour le coup on est vraiment sur des résultats ex aequo, nous avons 3 dirigeants, Frédéric Oudéa pour la Société Générale, Henri Poupart-Lafarge pour Alstom, et Daniel Julien pour Téléperformance. Daniel Julien pour Téléperformance. Si on fait un petit focus... Oui. Si on fait un petit focus, donc on retrouve Olivier Roussat effectivement sur la fréquence de prise de parole sur LinkedIn, vous voyez, avec un volume assez important en nombre de prises de parole. Et par contre, à contrario de ce qu'on observe sur Twitter, vous le voyez, il ne va pas beaucoup traiter le thème de simplifier finalement la vie au quotidien, qui était quelque chose qu'on retrouvait davantage sur sa ligne éditoriale sur Twitter. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, sur Olivier Roussat en termes de comportement sur LinkedIn, c'est qu'il est très présent dans le repartage d'actualités presse, de formats qui sont en lien avec l'écosystème digital du groupe. Donc, il va repartager beaucoup des pages du groupe, des vidéos peut-être qui ont été partagées. Et donc, il est assez dans le push. En revanche, il n'intervient pas beaucoup dans la conversation. Et même quand vous le voyez, on voit que ces posts génèrent de l'interaction. Finalement, il ne va pas engager derrière cette audience qui interagit avec son contenu. Donc, ce qui explique peut-être que le taux d'engagement est potentiellement en voie d'amélioration, en cours d'amélioration. Une voie en effet de progression peut-être de ce point de vue-là. Tout à fait. Alors le top 5 de l'influence sur LinkedIn, podium pour Henri Poupart-Lafarge chez Alstom, suivi de près par Olivier Andrès pour Safran. On retrouve à nouveau Jean-Bernard Lévy pour EDF, Jean-Laurent Bonafé pour BNP Paribas et Nicolas Hieronymus pour L'Oréal. Et donc si on regarde Henri Poupart-Lafarge. Et donc, si on regarde effectivement la prise de parole un peu plus spécifique d'Henri Poupart-Lafarge sur LinkedIn, vous le voyez ici, il y a des choix thématiques qui ont été opérés. Le premier, donc celui de se concentrer un petit peu plus davantage sur les sujets de décarbonisation de la mobilité. Et puis ensuite, en 2e position, l'impact positif que peut créer l'entreprise sur la société. Et donc aussi en termes de comportement, et ce qui diffère un peu d'Olivier Roussat et que je trouvais intéressant de vous partager, c'est qu'on a une personnalité ici qui est davantage dans la conversation, qui va réagir quand des collaborateurs postent du contenu, qui va également interagir en commentaire sous ses posts, et puis également sur la typologie finalement de contenu qu'il partage, on va avoir davantage de photos un peu sur le vif d'événements, de photos qui valorisent aussi beaucoup les équipes, et donc ce qui explique qu'on a des taux d'engagement qui sont du coup assez intéressants. Et donc en conclusion, les topic leaders sur LinkedIn qui s'affichent sur le slide. Donc on retrouve Henri Poupart-Lafarge sur cette fois-ci le développement des communautés locales.
toujours Jean-Pierre Farandou sur la question des droits de l'homme. Olivier Roussat, cette fois-ci, est topic leader sur l'environnement, sur LinkedIn. Frédéric Oudéa reste dans sa ligne d'expertise avec la gouvernance de l'organisation pour la Société Générale. Et Patrick Pouyanné, pour Total Energy, lui devient topic leader sur la loyauté des pratiques. Jean-Pierre Farandou donc, est également sur LinkedIn topic leader des questions relatives aux consommateurs, ce qui était la thématique de Twitter de Thomas Buberl. Et Thomas Buberl, enfin, lui devient topic leader sur les relations et conditions de travail. Donc voilà, en fait, justement, c'est intéressant de voir comment ça peut se jouer d'un canal à l'autre et les variations qu'on peut voir observer. Très fonction aussi des communautés que chacun adresse individuellement sur ces différentes plateformes, qui peut aussi orienter les lignes éditoriales des uns et des autres. Mais il faudrait en discuter avec chacun d'entre eux pour pouvoir voir en effet la différence entre le souhait et le résultat. Donc voilà les éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. Nous espérons que ces éléments vous ont intéressé et donc nous tenons à votre disposition pour préciser cela et puis vous révéler en détail les résultats de chacune de vos organisations.